près de Lille, au marché de M. Alors attends, c'est par là? C'est par là, tu crois? Ouais. Ce dimanche midi, Ariane, 16 ans, emmène sa mère Jacinta dans ce food truck à la mode. Côte à l'os, ça t'aimerait bien aussi. Et tiens, il y a morue grillée aussi. Ici, tous les plats sont portugais et ça tombe bien. Saison locaux braisés. Ça, je connais pas. Non, j'ai jamais essayé. On va demander. Ouais. Comme sa mère, Ariane est née en France, mais ses grands-parents sont nés au Portugal. Mère et fille se passionnent pour la cuisine de leurs origines. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'aimerais bien un demi-poulet braisé. Tu l'aimes comment ton poulet, bien braisé? Du poulet mariné et grillé au feu de bois. Le churrasco en portugais, c'est la spécialité qui fait le succès de Christophe depuis 5 ans. Hop. Et pour obtenir ce goût si particulier, ce Français, lui aussi d'origine portugaise, a investi dans un four traditionnel. Le four à braise, il va garder la chaleur et les viandes, elles vont rester juteuses. Et la viande, elle va rester ultra tendre. Voilà. 5 € le demi-poulet mariné, piquant ou non. Je vous propose de vous installer si vous voulez. Ah, merci. Pour accompagner le poulet churrasco, Merci. Ariane et sa mère ont choisi des frites de madère, des petits cubes de pâte de maïs frit. La sauce, elle est super. Elles sont vraiment super ces frites. Hein. C'est moelleux et croustillant. C'est vraiment inédit. Vous connaissiez pas? Ah non, pas du tout. Effectivement. Vous êtes d'origine portugaise ou pas? Ah oui, mais... Alors, au Portugal, il y a 10 régions, 2 îles, et chaque région a vraiment ses traditions alimentaires culinaires. En fait, la cuisine portugaise, c'est souvent des choses très simples. Là, on a l'impression de voir que du riz avec du persil, c'est tout. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de goût, c'est très savoureux, et ils ont mis, je pense, un petit bouillon de quelque chose. Quoi? J'aurais bien aimé savoir un petit peu. En fait, on utilise de l'ail fumé, et l'ail fumé, on va l'écraser. Ça, c'est super, l'ail comme ça, travailler comme ça. Bon, en tout cas, c'est délicieux. Merci. Ah, parfait. Je vous apporte les petits légumes. Ça marche. Une cuisine variée, appréciée aussi des Français qui ne sont pas d'origine portugaise. Ces dernières années, la France est même devenue, après le Brésil, le 2e pays consommateur de produits portugais. Pour comprendre cet engouement, nous sommes partis au Portugal, comme 3 millions de touristes français chaque année. Dans le nord du pays, nous avons suivi le sillage de la morue, plat favori des Portugais. Ce poisson cache de nombreux secrets. Trop bon. Car depuis 50 ans, l'industrie de la morue a transformé profondément les traditions. Quelle morue choisir pour être sûr de la déguster en France comme un vrai Portugais? Un quart d'heure, voilà. Plus au sud, nous sommes descendus vers le cœur du pays, à la rencontre de Julien dos Santos. Ce franco-portugais puise dans la terre aride de ses ancêtres et réussit à valoriser ce terroir jusque sur les meilleures tables françaises. Bel accord en tout cas. Au dessert, nous sommes allés à Lisbonne, la capitale, pour dénicher les meilleurs pastèches de nata. Au départ, simple pâtisserie locale à la recette bien gardée. Donc là, je peux plus passer. Non, ça c'est écrit ici en portugais, Oficina do Segredo. Elle a conquis toutes les boulangeries et supermarchés français jusqu'à en perdre sa saveur. Oui, c'est le croustillant, c'est pas du tout le même bruit. Hein. 1,5 million de personnes d'origine portugaise vivent aujourd'hui en France. Tu peux remonter un petit peu plus haut éventuellement. La 3e génération a pris le relais et transforme désormais la cuisine simple de leurs origines en une gastronomie tendance. Au risque de perdre en authenticité, Elle est pleine d'eau. On achète de la morue et on mange de l'eau. comment cette cuisine traditionnelle s'est-elle en 3 générations invitée à la table de presque tous les Français? C'est une petite route au milieu du Portugal. Une route
que vous pourriez emprunter lors de votre prochain séjour. Nous sommes avec Ricardo, enfant du pays et critique culinaire. Il a fait 5 heures de voiture pour nous faire déguster la meilleure morue du pays, ici, à plus de 50 km de la mer, à l'intérieur des terres. Vous savez, c'est parfois dans les endroits les plus cachés que l'on trouve les meilleures choses. Vous voyez, ça, c'est un village typique. Au nord du Portugal, dans la région du Minho, se niche le petit village de Póvoa de Lanhoso. Ah, voilà l'endroit, le temple de la morue. La morue, c'est le plat national du Portugal. Ricardo a sillonné le pays pendant 10 ans avant de tomber sur ce restaurant qui lui a été recommandé par un ami. Ici, on sert de la morue depuis 1971. Je peux? À cette époque, les Portugais étaient les premiers producteurs mondiaux de morue. Ah, monsieur Victor. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci de votre visite. Je vous montre la morue, elle est arrivée ce matin. Suivez-moi. Allez, je vous suis. Le patron, Victor, est sans doute l'un des meilleurs spécialistes de la morue du pays. À 83 ans, il continue d'acheter et de cuisiner ce poisson comme la tradition l'exige. Alors voici la morue qui vient juste d'arriver. Ce qu'on appelle morue, c'est en fait un poisson que vous connaissez bien, le cabillaud qui a été salé et séché. C'est cette méthode de conservation qui lui donne son nom de morue. Pour les connaisseurs comme Victor, le goût authentique de ce poisson ne s'obtient qu'avec du temps. Elle est restée combien de temps dans le sel? Pour la maturation, je l'ai laissé 13 mois. 13? Oui, Wow, c'est de la vraie. c'est la meilleure. Elle a eu le temps de bien sécher, là. Oui, c'est vrai. Dites-moi, pourquoi la morue est meilleure quand elle a maturé longtemps? C'est ce que préfèrent nos clients. Plus elle a maturé, plus elle est savoureuse, plus elle est onctueuse. Je peux manger de la morue tous les jours, à tous les repas, mais pas au petit déjeuner. Cette qualité unique a un prix, et ce prix, c'est encore et toujours le temps. Celui du dessalage cette fois. Voilà, ça c'est la morue une fois qu'elle est dessalée. Au minimum, il faut la laisser tremper 12 heures dans l'eau froide pour éliminer le sel. Victor, lui, la laisse 48 heures. Mario, les clients vont arriver. Tu peux commencer la cuisson. Et ensuite, vient la cuisson, traditionnelle, une fois de plus, au feu de bois. Comptez une vingtaine de minutes avant dégustation. Voici, monsieur, notre morue. Super. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Merci. Merci, merveilleux. C'est un gros morceau. Alors, vous voyez là, on peut voir en dessous, si on met la cuillère comme ça, c'est la graisse du poisson, vous voyez? Et il faut évidemment rajouter un peu d'huile d'olive. Ensuite, les pommes de terre, que l'on appelle mourou. Mourou, cela veut dire frapper. Et en effet, elles ont réellement été frappées. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'une fois qu'elles ont été écrasées, frappées, l'huile d'olive peut mieux pénétrer à l'intérieur. Et bien sûr, on ajoute de l'ail. Au Portugal, on met de l'ail partout. On y retourne. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. La cuisson aussi compte beaucoup. Elle est croustillante à l'extérieur, mais elle reste fondante à l'intérieur. Et c'est difficile d'arriver à cet équilibre dans la cuisson. Elle a été parfaitement dessalée. Merci beaucoup. 20% de la pêche mondiale se retrouve dans les assiettes des Portugais. Pourtant, ce n'est pas au large de ces côtes que le poisson est pêché. Pour trouver le cabillaud qui deviendra morue, il faut monter à la limite du cercle arctique, dans l'Atlantique Nord. Ce sont les Vikings,
qui en échange du sel ont apporté ce plat au Portugal. À la suite, les marins portugais sont eux aussi partis chercher le cabillaud dans le Grand Nord. Cette pêche traditionnelle atteint son apogée dans les années 60. Vestige de cette époque, sur la côte, Vila Praia de Ancora, l'un des plus anciens ports de pêcheurs de morue du Portugal. Bonjour. Salut. Salut Celestino, tout va bien? Celestino, 76 ans, a connu l'âge d'or de la pêche à la morue. Pour nous raconter ce pan d'histoire nationale, direction le centre culturel de la ville. L'ancien pêcheur avait 16 ans lorsqu'il a embarqué pour la première fois. Alors c'est ça la barque. À l'époque, la pêche traditionnelle était bien différente de celle d'aujourd'hui. Tu te sens comment sur ce bateau? Les souvenirs ressurgissent. J'ai passé beaucoup d'heures là-dessus. Les souvenirs reviennent, et les peines aussi. Je me sentais vraiment seul. Seul au monde. Comme des centaines de pêcheurs portugais, Celestino traversait l'Atlantique pour rejoindre les côtes canadiennes. Un voyage de 4000 km. La pêche au cabillaud durait 6 mois. Ça, c'est la photo du Santa Maria Manuela. Ici, un bateau à voile. Et là, c'est moi, avec des bottes, en caoutchouc. Arrivé là-bas, Celestino montait dans un canot comme celui-ci pour pêcher, en plein milieu de l'océan, seul. Une expérience qui ne s'oublie pas. Et c'était dangereux de naviguer sur ce bateau? Oui, très dangereux. On devait hisser la voile, et il y avait du vent, des vagues. Si je glissais, je pouvais facilement passer par-dessus bord. À ces conditions de travail rustique, s'ajoutait une technique ancestrale qui permettait de pêcher les meilleurs poissons. Nous pêchions à l'hameçon. Et cette manière de pêcher détermine la taille du poisson que l'on prend. Parce que si le poisson est petit, il ne mord pas à l'hameçon. Il n'y a que le grand poisson qui mord à l'hameçon. Ensuite, je ramenais les poissons au navire. Et c'est là que le cabillaud était ouvert et lavé. Après, on le descendait dans la cale du bateau pour le saler. À cette époque, la salaison était le seul moyen de conserver le poisson. Et après, quand on rentrait au Portugal, on déchargeait la morue du navire pour la mettre à sécher au soleil. Le travail du séchage était fait majoritairement par les femmes. Sûrement parce que cela coûtait moins cher. Aujourd'hui, les techniques de pêche ont bien changé. Et pour Celestino et Ricardo, cette modernisation a dénaturé le goût de la morue traditionnelle. Dans l'Atlantique Nord, à bord de ces énormes chalutiers, le poisson est désormais pêché au filet, quelle que soit sa taille. Cela empêche les plus jeunes de grossir et de se reproduire. L'espèce est menacée. Autre changement est de taille. Désormais, pour être conservé, une partie du poisson n'est plus salée, mais congelée directement à bord du navire. À son arrivée au Portugal, dans une usine comme celle-ci, le cabillaud est alors décongelé. Ironie de l'histoire, le cabillaud décongelé est ensuite salé pour tenter de lui redonner le goût d'antan et surtout son nom, la morue. Et cette morue, qui a subi 2 procédés de conservation, congélation puis salaison, coûte plus cher que la morue traditionnelle. En France, dans les supermarchés et les poissonneries, on trouve de la morue salée, vendue en moyenne 20 € le kilo, contre 15 € pour de la morue traditionnelle jamais congelée. Alors, pour tenter d'y voir clair, nous montrons à Vanessa Bedjai Haddad, diététicienne, les morues que nous avons trouvées en supermarché. Et il y a de tout. De la morue congelée puis salée, mais aussi de la morue salée, puis dessalée, puis congelée.
Et surprise, sur ces étiquettes, Vanessa n'a pas trouvé que du cabillaud et du sel. Si on regarde en détail, on se rend compte que sur certains produits, vous avez le poisson, mais vous avez aussi E450, E451, E452, qui sont des additifs, qui sont des polyphosphates, ou plus précisément des triphosphates, des diphosphates. C'est un additif qu'on trouve partout, dans les charcuteries, dans les produits de boulangerie, dans les produits de viennoiserie. Donc finalement, même si c'est des toutes petites quantités dans un produit, le risque, c'est qu'effectivement, à la fin de la journée, on se retrouve à en consommer trop. Ces polyphosphates que les industriels ajoutent à la morue pourraient à la longue poser des problèmes de santé chez les consommateurs. C'est ce que conclut l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Dans son dernier rapport, publié en 2019, l'organisme pointe des risques de maladies cardiovasculaires en cas de dépassement de la dose journalière autorisée. Alors, comment être sûr d'acheter la morue la plus savoureuse et sans additifs? À Lille, Jacinta, la maman d'Ariane, a longtemps cherché. C'est finalement dans cette épicerie qu'elle a trouvé son bonheur. De la morue salée sur le bateau, séchée au Portugal et surtout pas congelée. Voici comment elle se présente. On voit que c'est relativement clair, il n'y a pas de grosses taches, on voit que le poisson est sain, quoi. Donc ça, c'est important de regarder. Et donc là, il est nickel, hein, il est parfait. Je souhaiterais un morceau de morue plutôt dans la partie épaisse. Est-ce que vous pourriez me le découper? Oui. Sans les ailes. Sans les ailes, oui. Pour Jacinta, parfait. Cette morue est la vraie morue portugaise. Super. Et à 14 € le kilo, c'est aussi la moins chère. Merci beaucoup. Au revoir. Le lendemain, c'est à Ariane de jouer avec le cahier des recettes transmises à sa mère par sa grand-mère. Porco all'indiana, tu connais? Ouais. C'est, on va dire, une de mes seules attaches avec le Portugal, vu que je parle pas super bien la langue. Et même si j'y vais de temps en temps, ça me permet d'avoir un lien plus organique avec le Portugal et donc de vraiment comprendre. Pour faire un bacalhau à Gomes de Sá, prenez des pommes de terre, des œufs, du laurier, de l'ail, du lait, de l'oignon et bien sûr de la morue, que Jacinta a laissé tremper dans de l'eau pendant 24 heures. Quand on veut dessaler la morue, il faut que la peau soit vers le haut. Okay. Donc ça, c'est important de bien la mettre dans le bon sens. Sinon, ça marche beaucoup moins bien. Et voilà. On va prendre 2 belles gousses d'ail. Voilà. Et on va mettre ça dans l'eau. Et là, il y en a pour un quart d'heure. Les oignons. Et on va mettre beaucoup d'huile d'olive. Beaucoup. Tu vas voir quand ça va se colorer un petit peu, là on arrêtera la cuisson. D'accord? D'accord. Allez, je prends ma casserole, on la dépose ici à côté de la planche et le déposer là. Tu vois, on voit 2 parties, tu les sépares doucement, voilà. C'est chaud. Tu vas doucement en fait, tu vas pas te brûler. Et là on voit la grosse arête dorsale, là, on l'enlève. Vas-y, tu vois, ça s'enlève tout seul. Hein. Voilà, très bien. Maintenant, on va mettre du lait bien chaud sur la morue. Voilà, ça c'est un petit truc à savoir pour qu'elle soit plus moelleuse dans le plat. Donc tu mets une première couche d'oignon que tu étales bien. Voilà. Ensuite, on répartit les pommes de terre. La morue. Un peu d'oignon. On enchaîne sur les pommes de terre. Qu'est-ce qui reste? La morue. Allez, et c'est reparti pour les oignons. Voilà. Et on va pouvoir mettre au four. Une demi-heure plus tard, la morue à Gomes de Sá est cuite. Voilà, terminé. On a fini. Tandis qu'Ariane apprend l'une des 365 recettes de morue du Portugal, un franco-portugais a choisi, lui, de faire connaître les produits lusophones aux Français.
sommes à 2 heures de Porto, dans l'Alto Douro. Une région retirée qui tient son nom de ce fleuve, le Douro. C'est ici, et nulle part ailleurs, qu'est produit le Porto. Le premier vin à avoir reçu une appellation contrôlée. Avec 24 millions de bouteilles vendues en France cette année, nous sommes le premier importateur de ce vin que nous consommons surtout en apéritif. Sur les pentes de ces collines poussent des vignes en terrasse depuis plus de 2000 ans. L'hiver est long et froid, mais l'été, la température peut atteindre les 50 degrés. C'est ce climat qui rend ce vin si particulier. On dit que la vigne doit souffrir pour produire des bons jus. Et donc là, on voit vraiment qu'elle a une grande difficulté à aller chercher finalement ses ressources, l'eau, vraiment dans la roche. Alors que ses 2 parents ont quitté le Portugal dans les années 70 pour s'installer en France, Julien dos Santos a fait le chemin inverse. Il est venu s'installer ici il y a 10 ans, lorsqu'il a hérité du domaine de son grand-père. Donc là, on a vraiment la vue sur la propriété qui sont délimitées par les 2 chemins. Là. Sur cette propriété de 10 hectares, il a fait le pari un peu fou de commercialiser les produits portugais de son grand-père en France et à l'étranger. Il est bien sucré parce que ça colle. Dans ses vignes, avec lesquelles il produit du vin de Porto, Julien reçoit aujourd'hui des clients potentiels. Dao, t'as trouvé une grappe? Un couple de restaurateurs portugais, derrière eux, un couple de touristes français amateurs de vin et un chef parisien. Ah ouais. L'occasion de leur faire découvrir un autre Porto que celui qu'on a l'habitude de boire en France. Mais celle-ci doit être très sucrée. Les vendanges sont finies depuis 1 mois, mais il reste encore quelques raisins. Quand je suis dans les vignes, c'est comme si j'étais un petit peu avec mon grand-père. Je me remémore ces moments passés avec lui à me balader au milieu de ses vignes, le moment des vendanges. Bon voilà, c'est tout plein de souvenirs qui reviennent et donc voilà, c'est sympathique. C'est l'endroit où tu te sens le plus portugais? Ah oui, bien sûr, sans aucun doute. Alors que ses concurrents vendent en majorité des bouteilles de 3 ans d'âge, Julien a tout misé sur la maturité de ses Portos. Ce qui fait la valeur de sa cave, ce sont ses tonneaux, hérités de son grand-père. Certains contiennent du Porto ayant 100 ans d'âge. À chaque fois que moi je goûte ces Portos-là, c'est autant d'émotions puisque c'est pas moi qui les ai faits, c'est les anciennes générations. Un trésor qui lui permet de fabriquer du Porto de tous les millésimes, de tous les âges. Pour cela, il n'a qu'à mélanger les vins de ses aïeux avec ceux de ses propres productions. Quand on veut faire par exemple un Porto de 30 ans d'âge, ce qu'on va faire c'est un mélange de différents fûts pour que la moyenne arithmétique ait au minimum donc 30 ans d'âge. Ce qu'on cherche, c'est l'équilibre du vin. Donc le Porto étant un vin sucré, il faut l'équilibrer avec l'acidité, ce qui permet qu'à la dégustation, on salive et qui nous donne une envie de revenir au Porto. Et c'est tout là l'art de faire du Porto, c'est de créer l'équilibre pour créer des grands vins et de pouvoir finalement les faire traverser le temps. Et c'est cela qui fait de ces Portos des vins riches aux saveurs variées que l'on peut déguster à tout moment du repas. Le Porto doit être servi frais pour qu'il ait une meilleure sensation en bouche, qu'on ait moins de sucrosité, qu'il soit beaucoup plus agréable. Et aussi essayer de le sortir de l'apéritif pour le tester. Par exemple, un Porto extra sec avec un foie gras, ça fonctionne très très bien. Ou même avec un bon pâté en croûte. Je croyais qu'il y avait le Porto. En fait, j'ai découvert aujourd'hui que c'était les Portos. Donc c'est une gamme. C'est une gamme qui est assez complexe, qui va de quelque chose de sec à quelque chose de très très doux. Alors moi, personnellement, je buvais le Porto en apéritif et je prenais plutôt n'importe quoi. Et puis après, je passais à autre chose. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est un vin qui mérite beaucoup plus d'attention et qui mérite de s'associer à des moments de vie, à des moments de dégustation. Alors que les bouteilles de ses concurrents se vendent en moyenne 6 €, l'entrée de gamme de Julien coûte 2 fois plus cher. Il a même des bouteilles à près de 200 €. Les clients semblent séduits. Mais Julien a un autre défi à relever,
en tant qu'employeur cette fois. Car la région du Douro se vide de ses habitants qui ne trouvent pas de travail. Alors, pour garder ses ouvriers actifs tout au long de l'année, il a modernisé la production d'huile d'olive de son grand-père. Et là encore, il a choisi de faire du haut de gamme. Bon. Allez, on y va. L'odeur n'est pas du tout agréable. Mais ça doit être du bon fertilisant. Julien a relancé la plantation de jeunes oliviers et continue d'exploiter ceux de son grand-père. Mais pour faire une huile d'excellence, il les récolte beaucoup plus tôt que lui. Pour habitude, dans le territoire, ici, on récolte les olives dans un mois, mi-décembre. Nous, on décide de la récolter quasiment un mois avant pour vraiment travailler sur la qualité de l'huile d'olive, sur le côté aromatique de l'huile d'olive et pas seulement sur le côté gras de l'huile d'olive. Elle va être bonne, là? Là, cette année, on a une très bonne récolte. On voit que l'olive est pleine. Des fois, elle est un peu sèche et là, elle est vraiment très pleine avec un fruité vert. On cherche vraiment une olive avec très peu d'acidité. On est à 0,2% d'acidité et vraiment avoir une huile d'olive gustative, gastronomique. La production de Julien est vendue en épicerie fine dans toute l'Europe. En France, elle coûte 30 € le litre, 6 fois plus cher que l'entrée de gamme des huiles d'olive de supermarché. Un pari d'excellence qui séduit les consommateurs et qui tire sa force de ce terroir si particulier. Ici, la gastronomie a longtemps été celle du potager, la cuisine simple et populaire. Ils ont bien poussé les choux, hein. Une cuisine que ses employés l'invitent régulièrement à partager, comme s'il faisait partie de la famille. Tu veux de la soupe, Teresa? C'est possible. Merci. Soupe aux choux du potager, accompagnée de chorizo maison et du fromage du voisin. C'est bon? Bah, c'est moi qui l'ai fait. Avec l'huile d'olive et puis le fumé du chorizo, pour moi, c'est un des plats que j'adore. Ici, on mange local. Et grâce à Julien, ces produits-là se retrouvent désormais aussi à la table de nos grands chefs français. À Paris, une fois par mois... Bonjour messieurs, bienvenue, ça va? Vous allez bien? C'est Mickaël. Ce restaurant gastronomique, une étoile au Michelin, propose à ses clients un menu à 60 €, accompagné exclusivement de vin de Porto. Une idée de Mickaël, le sommelier franco-portugais. Je vais vous faire découvrir une nouvelle quinta, de la Quinta do Seixo, sur un 10 ans d'âge. Donc là, vous allez l'avoir en avant-première. Bel équilibre sucre, alcool, acidité, et qui ira très bien avec les premières entrées et les premières amies de bouche que je vais vous servir. Merci. Un challenge pour Tommy Gousset, le chef étoilé qui a dû innover. Tommy qui est là pour vous expliquer les premières entrées en accord. Bienvenue au restaurant. On vous a sélectionné une première entrée qu'on a travaillé avec Mickaël. Donc c'est la Saint-Jacques avec un miso d'avocat pour donner une force et une acidité à la crème d'avocat. Avec des navets en pickle, c'est des betteraves jaunes qui est forcément de saison. Bienvenue à vous. Et voici la première entrée. Bon appétit à vous. Merci. L'objectif du chef est d'équilibrer les saveurs. Son entrée ne doit pas être dominée par le goût sucré du vin de Porto. Avec le piment, ça marchait super bien, ça adoucissait un peu l'ensemble. Donc ouais, très intéressant. Bel accord en tout cas. En plat principal... Thibaut, vous m'envoyez le paleron s'il vous plaît? Un paleron de bœuf couvert d'une tranche de foie gras. Le paleron n'est pas forcément une viande noble. Là, on va quand même l'associer avec du foie gras. Donc tout de suite, ça va relever cette viande que je trouve très belle aussi. J'ai besoin de rendre ma cuisine populaire, dans le sens où elle touche un large public. Pour l'accompagner, des pommes de terre soufflées sur leur petite purée. Et surtout, Tommy a choisi une sauce au chocolat. Il y a du vin rouge, du jus de viande
On l'a monté donc avec du chocolat, lié au chocolat, un peu de vinaigre de Xérès pour donner un petit peu d'acidité. Donc il y a un peu de sucré, un peu d'acidité. C'est ce qui va vraiment donner la puissance à ce plat. Et justement, c'est ce qui va permettre un accord parfait avec le Porto. Il me faut la truffe aussi, s'il vous plaît. Hein. Et pour finir, de généreuses tranches de truffes de Bourgogne. L'ambition de cette nouvelle génération de producteurs et de chefs, réinventer la gastronomie française en l'ouvrant sur le monde. C'est très important pour moi de mettre en avant les origines de Mickaël, car il est franco-portugais et moi-même je suis franco-cambodgien. Donc on est multiculturel. Pour autant, on est complètement intégré dans la culture française. Et c'est important aussi pour moi de prendre un peu d'inspiration de chez Mickaël ou moi-même d'avoir de temps en temps dans mes plats certaines petites touches asiatiques qui peuvent complètement coller avec la culture française et aussi bien la culture portugaise pour le coup. Et pour parfaire cette expérience culinaire franco-portugaise, Mickaël a même une machine à sabrer le Porto. Avec une machine qui s'appelle The Pop Cork, c'est une invention qui a été faite pour ouvrir les portos à la pince. Voilà. Le but ici, c'est de chauffer la pince, parce que le sucre attaque le bouchon, vous savez, dans le porto. Donc le bouchon se détériore souvent sur les vieux vintage ou sur les vintage. Donc le but, c'est de casser net ici au niveau du goulot avec un choc thermique. Nous fait casser le bouchon net comme ceci. Grâce à cette jeune génération, les produits portugais ont trouvé en France une place de choix. Ça, on redécouvre ses origines via de la gastronomie française, ce qui est un peu particulier. C'est vrai qu'on se sent plus valorisé par rapport au cliché d'il y a 10-15 ans où on était cantonné à gardienne, bâtiment, etc. Aujourd'hui, voilà, on prouve qu'on a d'autres choses à montrer par rapport à notre pays. Au dessert, aujourd'hui, le chef a prévu une tarte au chocolat avec une glace coin caramel beurre salé et des noisettes torréfiées. Et que diriez-vous d'une pâtisserie authentiquement portugaise? Les pastéis de nata. Vous les connaissez forcément. Depuis quelques années, il s'en vend des millions en France. Mais ici, mange-t-on des pastéis ou bien des pastiches? Au sud du Portugal, tout au bout de l'Estremadura, à Lisbonne. Sur les bords du Tage, la capitale du Portugal est bercée par le son du fado. Pour nous guider dans les ruelles colorées de la vieille ville, nous suivons Capucine. Cette Française, amoureuse du Portugal et de ses pâtisseries, vit ici depuis 10 ans. Et c'est dans le quartier de Belém, près du célèbre monastère des Hiéronymites, que nous avons rendez-vous. Ancienne restauratrice, Capucine partage ses expériences sur les réseaux sociaux, avec un rêve secret, percer le mystère de la pâtisserie la plus fameuse du Portugal. Il y a toujours une queue absolument gigantesque. Aujourd'hui, on a de la chance parce que bon, souvent ça peut être le double. Tous ici viennent chercher le même gâteau. Bonjour, je voudrais un pastel s'il vous plaît. Le pastel de nata est la pâtisserie portugaise. Merci. La plus connue du monde. Et celles vendues ici sont parmi les meilleures. Alors, notre pastel, il coûte 1,15 € de pur bonheur. À première vue, il ne s'agit que d'un simple petit flan. Alors, un peu de cannelle. Donc, ça coupe un peu le côté sucré, ça donne un peu d'épices. Et au Portugal, la tradition avec les épices aussi est quand même très importante. Donc, il y a des personnes qui préfèrent mettre du sucre glace, donc pour l'avoir encore plus sucré. Il y a des personnes qui mettent la cannelle et le sucre glace. Il y a des personnes qui la mangent toute seule. Il y en a même qui mangent à la petite cuillère d'abord la crème et après ils mangent le croustillant. Alors comment vous faites? Alors moi je mets de la cannelle. Parfois même je fais ça pour enlever le surplus. Et
Je sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est quand même hyper croustillant. Et on s'en fout partout. C'est bien crémeux, on voit que la texture danse un petit peu. Et très délicieux. Pour moi, le succès des pastéis, c'est un produit qui est très facile à consommer et rapide à consommer. C'est-à-dire qu'en 2-3 bouchées, c'est fini. Donc, on ne se sent pas coupable. L'histoire de ce petit flan est intimement liée à celle du Portugal. Un pays de navigateurs, mais aussi très religieux. L'établissement nous le raconte dans un dessin animé en ligne sur son site internet. Au début du 19e siècle, le clergé au pouvoir au Portugal est renversé par la révolution libérale. Le monastère des Hiéronymites doit fermer. Une partie des moines qui y vivaient trouve refuge dans le magasin le plus proche. Pour subsister, les moines décident de fabriquer des pastéis de nata suivant leurs propres recettes. Le succès auprès du public est immédiat. En 1837, ils transmettent la boutique à une famille de commerçants en leur faisant promettre de ne jamais révéler la recette secrète. Allons-y. Miguel, l'actuel gérant de la pâtisserie, est l'héritier de la recette par son arrière-grand-père. Il a ouvert les portes de ses cuisines à Capucine, mais pas toutes. Ah, donc là, je peux plus passer. Non, non, ça c'est écrit ici en portugais, Oficina do Segredo. C'est la recette originale de la monastère et il y a toujours être en secret, il a toujours être préservé comme ça. Pourtant, à première vue, un pastel, c'est assez simple. De la pâte feuilletée, des œufs, de la farine, du lait. Mais en quelle proportion? Et y a-t-il d'autres ingrédients? On dirait vraiment de la crème pâtissière. Hein. Il y a beaucoup de différences? Il y a de quelques différences, oui. Mais c'est pas la même chose. C'est quoi les différences? Les différences, je ne peux pas raconter. Ça, c'est le secret. Bonjour. Vous allez bien? La recette de la pâte feuilletée qui donne son croustillant au pastel de nata est tout aussi secrète. Chaque jour, ces femmes moulent 15 000 de ces tartelettes, toutes à la main. Vous voulez essayer de faire un... Oui. Oui? Oui, asseyez-vous. Sila, là, elle va vous expliquer comme... Vous pouvez m'expliquer en portugais? Alors on tourne ce côté-là comme ça, on met le doigt vers le bas et on l'étale en tournant le moule et en faisant remonter la pâte. Comme ça? Oui. Il y en a beaucoup plus d'un côté. Hein. Il faut étaler mieux. C'est ça qui forme les stries parfaites. Il faut que ça reste bien droit. Je vais l'arranger un peu. Ah ouais, il faut l'arrondir là. Si on ne fait pas bien, après la pâte ne va pas ouvrir et ne va pas être croquante, ouais, feuilletée, comme on veut. Donc c'est un étage très important. Je vais essayer d'être un peu plus précise cette fois-ci. Bon, raté. Et après... Ah, apparemment, elle est jolie. Voilà. Donc, cette petite tarte va être mangée par un client. Apparemment, ils ont accepté mon moulage. Donc, super. Après avoir été garnies de crème, les tartelettes sont placées dans un four spécial qui chauffe à presque 400 degrés. Vraiment, 400 degrés pendant 20 minutes. C'est fou, ça. Alors, vous êtes en train de livrer une partie de votre secret, quand même. Non, ça, c'est pas un secret, ça, c'est là. Oui, mais bon, on a déjà un ingrédient de plus pour essayer de les faire. Par contre, mon four, il ne monte pas 400. Une fois cuites, les pastéis seront servis tièdes aux centaines de clients et de touristes venus du monde entier qui passent ici chaque jour.
Et même loin du monastère, dans la vieille ville de Lisbonne, les touristes s'attendent à manger des pastéis. C'est un incontournable des circuits touristiques. Mais de quoi sont faites les autres pastéis, celles qui ne sont pas fabriquées dans la pâtisserie originelle? Alors, voyons voir ce que ça donne. Je ne connais pas cette maison de nattes, donc on va voir. Très bonne, la pâte et la crème est très goûteuse avec un petit goût de citron. C'est très agréable. Alors, c'était bon? C'est délicieux, merci. C'est quoi votre recette? Quels ingrédients vous utilisez? Lait, des œufs, de la cannelle, un petit peu de citron et des secrets. Et le secret. Et ce secret est connu de combien de personnes? 2. 2? Vous? Oui. Et le pâtissier? Et le pâtissier. Et ma femme. Ah bon. Toi. Ici encore, les Portugais tiennent leur langue. Dans cette pâtisserie chic, les pastéis sont différents, mais la recette est tout aussi secrète. J'aime beaucoup ce pastel parce que quand il y a le croustillant, on entend ce bruit qui croustille comme ça. C'est déjà, elle a gagné beaucoup de points. Quelle est votre recette des pastéis? C'est un secret très bien gardé, connu de seulement 4 personnes. L'une sait faire la pâte, l'autre la crème. Et après, il y a 2 autres personnes qui savent manier le four et la cuisson. C'est comme ça qu'on garde le secret. Donc la personne qui sait faire la pâte, elle ne peut pas faire le reste? Non, elle ne sait pas faire un pastel de nata en entier. Au Portugal, le pastel de nata garde son secret. En France aussi, un épais mystère plane sur cette pâtisserie, mais pour des raisons bien moins avouables. À Paris, on trouve des pastéis qui coûtent 75 centimes pièce en supermarché. En boulangerie, 6 € les 6, ça fait 1 € le pastéis. Et dans certaines pâtisseries réputées, le pastel de nata peut coûter jusqu'à 2,40 €. Nous nous sommes rendus en caméra discrète. Bonjour. Dans plusieurs boulangeries-pâtisseries pour comprendre comment et où sont fabriqués les pastéis en France. C'est fait maison, c'est fait ici? Oui, les pastéis sont tout est fait ici. Toutes les enseignes que nous questionnons affirment vendre des pastéis faits sur place dans leur propre cuisine. C'est fabriqué ici? D'accord. Mais lorsque nous demandons à voir leur fabrication, on nous répond à chaque fois que ce n'est pas possible. C'est fait sur place? Et on peut voir là où vous les faites? Il est en bas, il est au fond. Ah, on peut pas? Et là, il est un peu dans son bordel. Selon nos informations, 95% des pastéis vendus en France seraient en fait de la pâtisserie industrielle, beaucoup moins chère à fabriquer que ceux qui sont faits de façon artisanale. Pour augmenter leur marge, de nombreuses enseignes les achètent en usine et se font livrer ces pâtisseries surgelées chaque jour. Seuls quelques artisans pâtissiers résistent à cette industrie. Et pour rencontrer l'un de ces résistants, il faut aller en Seine-Saint-Denis, à Romainville. Georges et sa sœur Lucia sont franco-portugais. Ils fabriquent des pastéis de nata faits maison depuis 10 ans. Ici, la pâte feuilletée est faite à la main et les ingrédients de base sont des produits naturels. Pas d'œuf liquide, pas de lait en poudre, pas de colorant ni de conservateur et un caramel maison. Là, il est encore chaud. En refroidissant, il aura plus une texture de sirop. Et c'est ce qu'on recherche pour donner une onctuosité à la crème. Une qualité qui a un coût. Dans la vitrine de leur boutique, les pastéis sont affichés à 1,80 €. Alors comment le consommateur peut-il être sûr de ne pas se faire rouler dans la farine? Georges et Lucia nous donnent quelques conseils d'experts. Que disent leurs yeux et leur palais face à des pastéis achetés chez des confrères? Moi, je vois ça en rayon, je sais que c'est de l'industriel. Voilà. C'est de l'industriel. Et encore une fois, l'industriel bas de gamme, parce qu'il peut y avoir du très bon industriel, ça en est pas, ça c'est sûr.
Vu comment le feuilletage est pâle, c'est forcément que ça a été... ça doit être bourré d'additifs. Bas de gamme. Oui, c'est le croustillant, c'est pas du tout le même bruit. Hein. Là, j'appuie là-dessus, et là, on appuie là-dessus, c'est pas pareil. Ah, c'est artificiel, ce jaune-là, c'est pas... Ouais, c'est... Enfin, vous voyez, c'est compact, hein. C'est orange, quoi. C'est orange, ouais. Enfin, l'œuf, il est pas orange, l'œuf, il est jaune. Une tasse bien crémeuse. Là, on est vraiment sur des additifs, des colorants, je pense. Et je pense que ça doit être très sucré. Ils mettent beaucoup de sucre pour cacher le manque de goût, justement. C'est ce que je disais. C'est très sucré. Et la pâte fade? Bah, la pâte, elle est molle. Elle est aussi molle que la crème. Du jaune très vif, une pâte molle, un goût très sucré. Pour eux, pas de doute, ces pastèches vendus en pâtisserie ont été fabriqués en usine. Ce qui n'a rien d'illégal, car en France, la réglementation permet à une enseigne d'afficher pâtissier, même si elle ne vend que des gâteaux industriels. Une concurrence déloyale, selon Georges Eloutia. Qu'une grande surface ou un industriel vende un produit bas de gamme à bas prix, ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est que là, le mec il achète ça 20 centimes, il le met au four, il le vend 1,20 €, il a gagné 1 € par la tasse. Soi-disant artisan, il y a un problème. On se moque du monde. Et ça, c'est tromper le client. Ça, c'est tromper le client. Alors, comment faire quand on a la saudade du bon pastel de Lisbonne et qu'on n'habite pas à Romainville? Une seule solution, les faire soi-même. Vous voulez enfin la recette? Nous l'avons trouvée à Lille, chez Jacinta et Ariane, dans le cahier de la grand-mère. Voilà, on a les ingrédients, mais on n'a pas beaucoup d'explications. Même la grand-mère n'a pas tout dit, mais la maman d'Ariane sait comment il faut faire. Mais il suffit pas de mélanger les ingrédients, en fait. Mère et fille commencent par la préparation de la crème des pastèches. D'abord, en fait, avec le sucre, on va faire une sorte de petit sirop. On va faire fondre le sucre à chaud, avec un peu d'eau. Ça, c'est une première préparation. C'est nickel. On n'a plus de grains de sucre. Ensuite, on va cuire en fait le lait avec la maïzena, ça va faire la crème. Il faut vraiment bien mélanger à froid. Et on va rajouter les jaunes d'œufs. Et voilà. On va mélanger le sirop, la crème. Voilà. Donc voilà, c'est un mélange, il y a vraiment un ordre et des étapes particulières. Jacinta a fabriqué la pâte feuilletée juste avant la crème pour la laisser reposer un peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la pâte feuilletée et on va mettre des petits bâtons dans chaque petit moule. Et une fois qu'on a fait ça, et ben, en fait, le principe, c'est d'étaler. Tu le prends avec les 2 pouces, très simplement. Ça, c'est bien? Nickel. Tu peux remonter un petit peu plus haut, éventuellement, si tu peux. Hein. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est... Tu regardes si t'en as un peu dans les angles. Souvent, c'est dans les angles que ça tient le plus. Tu essaies de creuser un peu dans les angles et tu remontes. En fait, il faut appuyer du bas vers le haut. Je suis un peu étonnée que vous acceptiez qu'on filme toute la confection de la recette des pastèches. Ah, je sais qu'effectivement, les tours de main ne se donnent pas. Parfois, je crois qu'on donne des mauvaises pistes. Peut-être un peu, justement, pour brouiller les pistes. Je pense que, justement, en partageant, c'est comme ça qu'on va faire connaître la cuisine portugaise, tout simplement. 2 cuillères à soupe à peu près suffisent. Les pastèches cuisent 15 minutes au four à 240 degrés. Alors, dis-moi. Ils sont super bons. Bon, t'es contente maintenant? Tu sais les faire, du coup? Ah bah c'est cool. Je suis fière. À vous de jouer maintenant. Désormais, vous avez tout en main pour redécouvrir ce pays et sa cuisine voisine de la nôtre. Et pour déguster ces produits simples et authentiques,
Laissez-vous porter par la mélancolie du fado.